voici de retour sur le plateau TV d'Exposo. Je reçois sur ce plateau Marie-Anne Persson d'Anima Consult. Elle est consultante et formatrice spécialisée animalerie. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Alors aujourd'hui, nous allons parler de deux sujets qui sont les obligations administratives d'une animalerie et les capacitaires pour animalerie. Expliquez-nous d'abord ce qu'est Anima Consult. Alors Anima Consult, c'est un organisme de formation qui est dédié à 100% aux professionnels de l'animalerie. Donc toutes les formations qui sont proposées par Anima Consult, ce sont des formations en lien direct avec toutes les familles de l'animalerie, c'est-à-dire aussi bien des formations chiens, chats, sur l'alimentation, sur la maintenance, les soins, mais aussi sur l'aquariophilie, haute mer, eau douce, ça peut être les reptiles, les oiseaux, la basse-cour, voilà, toutes les familles de l'animalerie et uniquement les familles de l'animalerie. Et formations donc que vous proposez, on en parlera dans un instant. Alors là, pour le moment, parlez-nous de la checklist des obligations administratives d'une animalerie pour s'assurer de rester en conformité. Et vous nous avez préparé d'ailleurs un petit document qui va nous servir d'appui. Donc voilà, je vous en prie. Merci. Alors, avant d'aborder tout de suite la checklist, je fais un tout petit préambule pour resituer ce qu'est un animal de compagnie. Donc, un animal de compagnie, il y a une définition en fait au niveau réglementaire. C'est tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour l'agrément de l'homme. C'est-à-dire qu'on peut trouver en fait derrière ce statut juridique aussi bien un chien, un chat, puisque c'est souvent cette référence-là que l'on prend quand on parle d'un animal de compagnie. Mais il faut savoir qu'un poisson rouge, eh bien, c'est un animal de compagnie à partir du moment où sa finalité, en fait, il est destiné à l'agrément de l'homme, à ce que l'homme en fait s'occupe de lui. Lui tienne compagnie. Voilà, exactement. Exactement. Donc pour comprendre et enfin pour vous expliquer un petit peu la difficulté de la classification des animaux pour les animaleries, on classe les animaux de compagnie en deux catégories, donc les animaux d'espèces domestiques et les animaux d'espèces non domestiques. D'accord. Et ils font des autorisations pour les deux, c'est ça? Voilà, exactement. Il faut des qualifications spécifiques, des qualifications professionnelles pour avoir l'autorisation de commercialiser les animaux de compagnie d'espèces domestiques et les animaux de compagnie d'espèces non domestiques. D'accord. On va voir ces qualifications. Donc il y a deux types de qualifications. La qualification donc qu'on va appeler aujourd'hui capacitaire. Avant, il y avait un certificat de capacité pour les espèces domestiques. Aujourd'hui, je vais l'appeler plutôt capacitaire entre guillemets, puisqu'aujourd'hui, le certificat de capacité n'existe plus, on ne peut plus l'obtenir. D'accord. Donc, par contre, il faut avoir un justificatif requis pour être considéré capacitaire pour les espèces domestiques. Donc, on va parler de ces deux types de capacitaires. Donc, le premier, je vais parler des capacitaires pour les espèces domestiques. Alors déjà, qu'est-ce qu'il y a derrière les espèces domestiques ? On va trouver déjà des petits mammifères, quasiment tous, à l'exception de 2 hamsters nains qui n'ont pas eu la chance d'être dans cette catégorie. Et un petit mammifère aussi qui est couramment commercialisé, ça va être l'octodon. D'accord, pour quelle raison ? Alors, j'ai pas d'explication, parce qu'en fait, la liste des animaux d'espèces domestiques, elle a été établie par un arrêté en 2006. Donc c'est un arrêté qui a défini la liste des espèces domestiques, c'est cette liste-là. Et pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas mis les hamsters nains et l'octodon alors qu'il y a une gerbille et qu'il y a d'autres hamsters? C'est vrai que je ne pourrais pas donner une vraie raison justifiante en fait. Oui, ça a été établi comme ça. Ce qui est sûr, c'est que cette liste, elle n'est pas figée. Elle est peut-être amenée à évoluer et ce serait d'ailleurs, ce serait bienvenu qu'elle évolue pour. Il y a une décennie, et voire plus là maintenant maintenant il y a une décennie qui s'est passée. Ça pourrait être pas mal en fait qu'ils mettent à jour cette liste. Ces 2 pauvres petits hamsters nains, non mais exclus totalement. Voilà, c'est ça. Il y a aussi donc la plupart des oiseaux qu'on trouve en animalerie, alors surtout quand ils sont en couleur qu'on appelle mutation, c'est-à-dire que ce sont des oiseaux forcément qui ont été sélectionnés en élevage pendant plusieurs années et que cette sélection elle a été travaillée vraiment. Et il y a beaucoup d'oiseaux, donc à l'exception de tous les perroquets. Dans la catégorie perroquet, il n'y a aucun perroquet dans les domestiques. Et puis il y a aussi 5 espèces de poissons. Donc on va trouver le guppy, le bêta, qui sont aussi des grosses ventes en animalerie, le dagnorerio un peu moins, et puis tous les poissons rouges et leurs dérivés, c'est-à-dire jaune, chubukine, poissons noirs, les voiles de Chine. Enfin, on met tous ces poissons-là en fait dans les poissons rouges, puisque la liste des espèces domestiques est établie à l'espèce justement. Et finalement, les variétés, c'est englobé dans l'espèce. Voilà.
Et donc les conditions pour être capacitaire, c'est être titulaire d'un diplôme requis de type Bac Pro Animalerie ou obtenir une attestation de connaissance après avoir réussi un QCM. Et donc le certificat de capacité, encore une fois, aujourd'hui, il n'existe plus et il n'existe plus depuis le 1er janvier 2016. D'accord, donc c'est assez récent finalement. Ouais. Donc expliquez-nous, il y a autant de différences dans l'obtention de ces qualifications professionnelles ? Alors pourquoi il y a autant de différences ? Parce que en fait, là c'est vrai qu'on vient de voir le domestique. Et il y a autant de différences parce que les espèces domestiques, en fait, elles sont gérées par un ministère qui s'appelle le ministère de l'Agriculture. Oui. Et donc, ils ont des fonctionnements très différents par rapport aux espèces non domestiques. Les espèces non domestiques, donc qu'on va voir maintenant, qu'est-ce qu'il y a derrière ces espèces non domestiques ? Donc, on va retrouver nos hamsters nains et l'octodon. On va retrouver nos perroquets et tous les oiseaux qui ne font pas partie des espèces domestiques. Oui. On va trouver tous les poissons invertébrés d'eau douce, hors les 5 espèces que j'ai citées précédemment. On va retrouver tous les poissons vertébrés d'eau de mer, les reptiles. Et les conditions pour être capacitaire non domestique, c'est avoir au minimum 3 ans d'ancienneté, alors qu'on a vu pour le domestique, il n'y avait pas cette obligation d'ancienneté au contact des animaux. Cette ancienneté peut être réduite en fonction du niveau d'études. Il faut déposer un dossier à la DDPP du département de l'adresse du demandeur et il faut passer devant une commission, à l'exception des titulaires donc, ou des personnes qui ont suivi une filière formation initiale Bac Pro Animalerie et qui ont obtenu la moyenne aux épreuves 5 et 7. Et donc c'est vrai qu'il y a de telles différences encore une fois entre les deux parce que les espèces non domestiques sont gérées à l'inverse des espèces domestiques par le ministère de l'écologie et du développement durable. Et finalement, c'est 2 ministères différents, 2 fonctionnements différents. Il y a aussi des codes différents. La plupart des espèces domestiques, on retrouve des références réglementaires dans le code rural, alors que les espèces non domestiques, on retrouve beaucoup plus de références dans le code de l'environnement. Voilà. Donc c'est vraiment... Ça paraît compliqué quand même de s'y retrouver. C'est très compliqué. Et puis c'est encore ce qui est finalement assez absurde, c'est qu'encore une fois, quand on a un hamster doré, il est dans le domestique. Quand on a un hamster nain, il est dans le non domestique. Les animaux se trouvent au même endroit dans l'animalerie et c'est vrai qu'on ne comprend pas forcément pourquoi il y a de telles différences pour avoir l'autorisation de commercialiser ces 2 espèces qui sont pourtant si proches. Et pour autant, il faut avoir 2 capacitaires différents finalement. Tout à fait. C'est absolument obligatoire pour avoir l'autorisation de commercialiser ces animaux. D'accord. Et quand au sein d'un établissement, il faut que tout le monde ait ces 2 capacitaires si on a des animaux non domestiques ou domestiques ? Alors, il faut qu'il y ait au minimum une personne à chaque fois au sein de l'équipe qui ait soit la capacité donc, pour les espèces domestiques, soit le certificat de capacité pour les espèces non domestiques. Ça, c'est vraiment obligatoire. Très bien. Alors, on va passer maintenant à la checklist. Oui. Allez. Donc, la checklist... Alors là, l'idée, en fait, l'objectif un peu de mon intervention, c'est d'essayer de résumer, de synthétiser un petit peu toutes les pièces obligatoires qu'une animalerie devrait avoir dans son dossier d'obligation administrative. Et on voit que la liste est très longue quand même. Et on voit que la liste est très longue. Pour information, cette liste, elle est disponible sur le salon et elle est disponible aussi sur le site AnimaConsult pour avoir un petit mémo. Donc, pour reprendre les points principaux et expliquer rapidement quand même, la première chose à voir pour autoriser le commerce des animaux de compagnie, donc domestiques et non domestiques, il faut donc 2 autorisations différentes. Donc, il y en a une, c'est une autorisation d'ouverture pour les espèces non domestiques. Cette autorisation est délivrée par la DDPP après avoir remis un dossier. L'autre, c'est une déclaration d'activité. Et cette déclaration d'activité, elle est envoyée à la DDPP. Donc le premier, c'est pour les espèces non domestiques. Le deuxième, la déclaration d'activité, c'est pour les espèces domestiques. D'accord. Et associé... Juste, je reviens sur ce dont vous parlez. C'est l'IDTPP, c'est ça ? DDPP, alors c'est les quoi ? directions départementales de la protection des populations. D'accord. Voilà, c'est les administrations, en fait, les autorités compétentes c'est bien de le repréciser. Pour gérer toutes les problématiques de l'animalerie. Donc on revient à cette checklist. Voilà, donc ça c'était les 2 premiers. Les 2 premiers documents donc, administratifs obligatoires, ils sont systématiquement associés aux fameux capacitaires. Donc pour déposer un dossier d'autorisation d'ouverture, il faut forcément avoir une personne titulaire du certificat de capacité pour les espèces non domestiques. Et pour faire une déclaration d'activité, il faut forcément avoir une personne titulaire de la capacité pour les espèces domestiques. Voilà. D'accord, donc ça c'est déjà son passeports.
C'est déjà la base. Ensuite, il va y avoir aussi des justificatifs qu'il va falloir fournir dans ce dossier administratif. Donc, notamment, prouver que l'établissement est bien suivi par un vétérinaire. Donc, ce vétérinaire, il va être déclaré sur la déclaration d'activité pour les espèces domestiques. Mais en général, en fait, on va avoir forcément un contrat avec ce vétérinaire qui va s'appeler le vétérinaire sanitaire. Il va devoir aussi, l'établissement va devoir réaliser en partenariat avec ce vétérinaire un règlement sanitaire. Donc ça aussi, c'est un document administratif obligatoire. Il va devoir aussi, il faudra trouver une société d'équarrissage aussi pour malheureusement tous les cas où il y a des pertes d'animaux. Et il faudra prouver que ces animaux, ils sont éliminés de l'animalerie en passant par un équarrisseur et pas dans d'autres conditions. Bien sûr. Il faudra aussi prouver la provenance de tous les animaux en ayant gardé un facturier des achats des animaux, donc le dossier des factures des animaux, de tous les achats des animaux, classés chronologiquement. Et une nouveauté, mais qui est théoriquement en place depuis le 1er janvier 2015, c'est qu'il faut aussi fournir donc à la DDPP en cas de contrôle les derniers autocontrôles réalisés sur les établissements, donc sur les animaleries, et il en faut au moins 2 par an. Donc, et ça, c'est quelque chose qui est un petit peu problématique pour les établissements en ce moment, parce que ces autocontrôles, donc il faut qu'ils soient conformes à toutes les obligations réglementaires. Oui. On a reçu ce matin Bénédicte Benel qui nous a parlé effectivement de cette nouvelle réglementation, de cette évolution. Voilà. Les autocontrôles, c'est un peu le gros packaging là, qui a changé. Et c'est vrai que, encore une fois, c'est une obligation qui date depuis un petit moment, mais c'est quelque chose qui met du temps à être en place dans les établissements aujourd'hui. Donc il y a ces autocontrôles et enfin il y a aussi les archives des factures sur les 3 années passées et les archives aussi des entrées et sorties des animaux d'espèces non domestiques. Certains animaux ont un statut de protection particulier, ils doivent rentrer dans un registre d'entrée-sortie et donc il faut conserver ces archives aussi pendant 3 ans. Bon, c'est un lourd cahier des charges, néanmoins c'est pour ça responsabilise aussi les professionnels qui veulent mettre en place des animaleries et pour éviter tout débordement, évidemment. Tous les documents sont obligatoires ? Oui, tout à fait. Et c'est vrai qu'il faut un petit peu le considérer comme la même manière qu'il existe des dossiers administratifs pour la gestion du personnel dans les établissements. Oui, tous les documents que je viens de vous citer, en fait, il faut les considérer de la même manière avec les mêmes obligations de devoir les fournir. D'accord. Alors, quels sont les risques, par exemple, si on n'a pas tous les documents ? Alors, les risques, c'est des risques qui arrivent en cas de contrôle, donc, par les autorités compétentes, donc là, par les personnes, les inspecteurs de la DDPP ou des personnes aussi de l'ONCF, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Et dans ces cas-là, quand il manque des documents, l'établissement risque de recevoir une mise en demeure, d'être en conformité avec certains délais. Ça peut aller jusqu'à des PV, donc des procès-verbaux avec des amendes, et ça peut aller jusqu'à la fermeture de l'animalerie si vraiment la conformité, si l'établissement ne fait rien pour être en conformité dans les délais impartis. Bon, finalement, c'est comme dans n'importe quel établissement, un restaurant ou des établissements comme ça. Il y a des obligations, faut les suivre et puis bon, on n'a pas le droit de déroger à tout cela. On va passer ensuite à la deuxième partie de cette gestion avec la gestion des capacitaires. Oui. Alors, c'est vrai que c'est moi qui ai la zipette. La gestion des capacitaires. Donc là, en fait, cette partie, j'ai souhaité profiter de cette intervention pour parler d'une problématique d'actualisation des connaissances des capacitaires. Et encore une fois, avant d'aller vraiment dans ce détail-là, je resitue un petit peu les attendus pour justifier donc qu'un établissement a bien des personnes titulaires de la capacité pour les espèces domestiques et d'un certificat de capacité pour les espèces non domestiques. Donc c'est vrai que la question, c'est un petit peu, qu'est-ce qu'on peut faire pour obtenir ces différents certificats de capacité ? Donc dans le premier cas, pour les espèces domestiques, il faut absolument qu'il y ait une personne titulaire, soit d'un diplôme reconnu, on l'a vu, de type Bac Pro, alors un Bac Pro TCVA, soit d'une attestation de connaissance. Reprécisez-nous, Bac Pro TCVA, ça signifie ? C'est technicien conseil vente en animalerie. D'accord.
Et il peut être aussi titulaire d'un certificat de capacité, puisque le certificat de capacité n'existe plus aujourd'hui, mais il existait encore jusqu'au 31 décembre 2015. 2015, voilà, exactement. Donc ça, c'est les 3 justificatifs requis pour prouver que les personnes sont bien capacitaires sur les espèces domestiques. Et il faut le savoir que ces 3 justificatifs ont une limite de validité. Donc depuis un arrêté en 2012, il a été décidé que les personnes titulaires d'un certificat de capacité et aujourd'hui les personnes titulaires d'un justificatif requis, puisque c'est la même chose, si ces documents ont été obtenus il y a plus de 10 ans, les personnes doivent absolument actualiser leurs connaissances en suivant une formation. Donc ça, c'est vraiment spécifique aux espèces domestiques. Et pour les espèces non domestiques, donc là, il faut qu'il y ait une personne de l'équipe minimum titulaire, soit donc d'un certificat de capacité obtenu en ayant une facilité d'obtention, c'est-à-dire c'est des profils bac pro ayant obtenu la moyenne aux épreuves 5-7 qui peuvent obtenir une liste définie, fixe, qui est réduite, qui souvent ne couvre pas tous les animaux dans l'animalerie. Soit que les personnes soient bien titulaires du certificat de capacité qui n'est pas celui des bacs pro et qui ont à ce moment-là une liste en fait définie en fonction de la liste qu'ils ont demandé à obtenir auprès de la DDPP. Là, pour ce certificat de capacité, il n'y a pas de limite de validité et donc il n'y a pas la même problématique que pour le domestique. D'accord, mais quelles sont les démarches pour obtenir toutes ces qualifications ? Alors, on va voir ça justement. Donc, déjà, pour revenir un petit peu sur les différentes formations initiales qui sont disponibles. Donc, il n'y a pas que les bacs pro animalerie qui permettent d'avoir un diplôme reconnu pour être considéré capacitaire. Il y a aussi des BTS, actions commerciales, options animaux d'élevage et compagnie. Il y a aussi des BEPA. En fonction des animaux en fait pour lesquels les personnes sont capacitaires, c'est-à-dire qu'il y a 3 catégories, ça peut être chien, chat ou autre espèce que chien et chat. Il peut y avoir des bacs pro, élevage canin, félin, qui donnent la capacité uniquement pour les chiens et les chats en fonction du bac pro. Pareil, il y a des BEPA, enfin il y a plusieurs diplômes finalement et la liste est disponible par arrêté aussi. D'accord. Et donc pour être capacitaire, soit la personne donc elle a suivi cette formation initiale et quoi qu'il arrive, pour prolonger la validité de cette capacité, il faudra suivre une formation donc habilitée par un organisme de formation, habilité par le ministère de l'Agriculture. Et la formation aujourd'hui qui est disponible et qui est prise en charge par l'OPCA qui prend en charge la plupart des formations animalerie, elle s'appelle la vente réglementation générale. D'accord. Est-ce que ça, ce sont des formations que vous proposez, vous ? Oui, tout à fait. Alors, vous avez l'agrément aussi. J'ai établi un partenariat avec le CFPPA de l'Hérault, avec lequel en fait on a fait une demande au moment où l'appel d'offres était ouvert pour avoir l'habilitation, et ça c'était du coup en 2015. Et donc on a obtenu en partenariat l'agrément, c'est-à-dire que moi je réalise toutes les formations et eux en fait le CFPPA de l'Hérault s'occupe de la partie QCM, puisque oui. Chaque formation habilitée se termine par un QCM. Donc il y a 2 formations habilitées. Il y a la formation qui permet d'actualiser ses connaissances et la formation qui permet d'obtenir l'attestation de connaissances. Voilà. D'accord, pour pouvoir ensuite pratiquer. Voilà, tout à fait. Donc, toutes ces formations, vous les proposez à quel moment ? Est-ce que c'est sous forme de stage ? Parce que là, c'est vrai que c'est un petit condensé de tout ce qu'on peut voir et on comprend bien que ça paraît quand même compliqué de rentrer un petit peu dans ce côté très administratif, mais néanmoins compréhensible. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, ces formations, vous les faites où ? Alors, je les propose un peu partout en France, en fait. Je les propose dans le cadre de la gestion des formations au plan interentreprise du FAFSA. Il faut qu'il y ait un minimum de 7 personnes. D'accord. Qui s'engagent, qui sont inscrits en formation. Et je peux les proposer partout en France. Je me déplace partout. Je vais passer directement en fait Je suis allée un peu vite, c'est ça ? Non, mais c'est pas grave. Je pourrais réexpliquer aussi pour la partie non domestique en fait les différentes formations.
Pour la partie actualisation des connaissances, je propose plusieurs dates déjà pour que les personnes puissent s'inscrire en formation en sachant que toutes les personnes qui ont obtenu donc un capacitaire, donc on est toujours sur le capacitaire domestique là, toutes les personnes qui ont obtenu un capacitaire domestique, donc soit un diplôme, soit un bac pro, soit l'attestation de connaissances, soit le certificat de capacité, toutes ces personnes qui l'ont obtenu avant 2006, elles doivent en 2017 absolument actualiser leurs connaissances en suivant la formation réglementation générale vente. C'est le nom officiel donné par le FAFSA pour la prise en charge. C'est une formation sur la réglementation animalerie. Donc il faut absolument venir vous voir en fait. Pour se mettre aux normes. Théoriquement, et ce serait pas mal de le faire cette année parce qu'il y a la limite du 31 décembre 2017 pour actualiser les connaissances des personnes titulaires du capacitaire. Et ça va arriver vite. Et ça va arriver théoriquement assez vite aussi. Donc voilà, je propose 4 régions déjà juste pour permettre aux personnes de s'inscrire, mais si... On va revoir les dates sur l'écran. Donc vous aviez 23 février à Paris, c'est ça? Oui, c'est ça. Il y a une session aussi donc, sur Montpellier, dans le sud de la France, le 7 mars. Une session sur Lyon le 15 mars et de nouveau une session le 6 avril sur Paris, en sachant voilà, que de toute façon, je peux organiser des sessions à partir de 7 participants. D'accord. Jusqu'à combien? Alors pour cette formation, ça peut aller jusqu'à 15 participants. C'est les quotas qui sont donnés par le FAFSA. Et vous en avez parlé brièvement tout à l'heure. La prise en charge se fait totalement, en partie? Totalement. C'est le FAFSA en fait qui... c'est avec le FAFSA moi que j'ai fait une convention. Donc plusieurs établissements peuvent faire une demande de formation et quelque part la demande de formation se fait auprès du FAFSA et c'est le FAFSA qui prend absolument tout en charge au niveau des frais pédagogiques. D'accord. Merci infiniment d'être venu nous donner toutes ces précisions. On rappelle que vous avez mis des petits documents sur ce plateau, oui, qui sont pas loin si vous avez envie d'en prendre quelques-uns, enfin ou au moins un, la checklist, la fameuse checklist de tous ces documents. Sinon, on peut venir vous voir, vous consulter sur votre site internet. Oui, bien sûr, sur le site Anima Consult. Il y a un Facebook aussi et je suis toujours disponible. Puis je reste au salon jusqu'à demain aussi. Et puis, donc on a d'autres informations qu'on peut trouver aussi dans Pet Market, le toute dernière revue donc parue pour ce janvier 2017. On voit votre article qui parle expressément de tout ce dont on vient de dire. Voilà, ça a été voilà, assez dense. Merci infiniment. On a une petite séance de rattrapage demain à 14h, si vous n'avez pas tout suivi. Merci infiniment. Merci. Et dans un instant, je vais pas m'en lasser de recevoir Michoko sur ce plateau, cette fameuse border collie qui va venir nous faire une démonstration avec le docteur Laurence Dillière-Lesser. C'est dans un instant, c'est pour nous parler de Cat et Dog. Allez, à tout de suite.